personnel de santé, l'idée, c'est pas de... Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas répondre de façon très générale à cette question, mais au moins d'essayer d'y répondre par le biais d'un petit cas pratique que je vais vous présenter et qu'on va essayer de résoudre ensemble et qui pourra nous donner quelques éléments, quelques pistes de réponse par rapport à cette question. Euh, Avant ça, je voudrais quand même faire quelques grands préalables qui me semblent importants et notamment de placer de quoi on parle quand on parle de confidentialité, en tout cas en droit. Euh, et la confidentialité en droit, elle renvoie vraiment à cette idée d'obligation juridique d'une personne, que ce soit une personne morale, une entreprise ou une personne physique, de ne pas divulguer des informations à une autre personne. Donc, on n'est pas, c'est pas du tout c'est pas forcément cette idée, en tout cas en droit, confidentialité n'implique pas forcément ne pas pouvoir identifier quelqu'un ou enfin, c'est pas une question d'identification, c'est vraiment de non-divulgation plutôt. Et donc, elle va prendre forme, par exemple, dans des obligations de confidentialité, comme l'obligation au secret professionnel des médecins, l'obligation de confidentialité qui est aussi présente dans la loi sur les services de santé et les services sociaux au Québec et qui concerne le dossier de l'usager médical. Et puis, par exemple, aussi l'obligation de confidentialité qui est présente dans les renseignements, dans les lois de protection des renseignements personnels. Et puis, on peut aussi se demander ce que c'est que la vie privée, surtout vu le titre de la présentation, ce qui est un petit peu différent de la confidentialité. La vie privée, c'est vraiment, en tout cas, déjà même en dehors du droit, un concept et une notion qui peut être, enfin, qui n'a vraiment pas encore de définition, on va dire, commune et acceptée par toutes et tous, mais en tout cas, et pourquoi? Parce que ça fait appel à des valeurs notamment morales, qui sont très différentes d'une société à une autre, d'un pays à un autre. Et c'est pour ça que ce qu'on va protéger, en tout cas en droit québécois, en droit canadien, ce qu'on va protéger sous vie privée, ce qu'on va inclure dans protection de la vie privée, est très différente d'un système juridique à un autre, d'un ordre juridique à un autre. Et chaque pays a eu sa propre construction de la protection de qu'est-ce que la protection de la vie privée, qu'est-ce que la vie privée en droit, qu'est-ce qu'on décide de protéger à l'intérieur de ça. Et ça a des conséquences, notamment sur la protection des renseignements personnels sont une branche finalement de la protection de la vie privée. En tout cas, c'est comme ça que on la conçoit et historiquement, on la conçoit dans la protection constitutionnelle, donc juridique, mais notamment constitutionnelle de la vie privée au Canada. Je voudrais revenir sur deux grandes théories, il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est un peu deux grandes théories que se sont affrontées pendant un long moment, parce que vous allez voir que ça a des incidences sur la façon dont est construite la loi, enfin les lois de protection des renseignements au Québec, puis notamment celle dont on va parler, celle qui s'applique aux entreprises privées. Ce sont ces fameuses théories, alors j'ai un petit bug de... Ah non, ça y est, c'est bon. Théorie du contrôle et théorie de l'accès, où la théorie du contrôle, elle affirme vraiment que dans cette théorie en tout cas, on dit qu'on conçoit la vie privée comme la capacité de l'individu, ou le fait, du coup, par des lois, de permettre à l'individu d'exercer un contrôle sur ses informations personnelles. Euh, et on utilise la métaphore du filtre pour imager cette théorie-là, puisque c'est lui qui va pouvoir contrôler qu'est-ce qui est privé et peut devenir public. À l'inverse, il y a la théorie de l'accès. Alors, au départ, c'était une théorie un petit peu contraire, en tout cas qui prend les choses dans le sens inverse, en se disant que la vie privée, c'est plutôt la capacité de l'individu à limiter l'accès que les autres pourraient avoir à sa sphère privée et aux informations notamment, en tout cas aux éléments qui seraient de sa sphère privée, et où là on a plutôt cette idée de la métaphore de la citadelle. Donc c'est certes deux modèles qui initialement adoptaient des positions plutôt opposées, mais qui en fait peuvent totalement se recouper. Et aujourd'hui, on verra que dans beaucoup de lois, en fait, on a recoupé un petit peu ces deux approches parce que l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre, et qu'il y en a d'ailleurs d'autres qui sont imbriquées, et c'est pas les deux seuls, mais en tout cas, c'est les deux principales qui ont construit un petit peu historiquement la façon dont on a conçu
et souhaiter protéger la vie privée. Donc, voilà un petit peu là-dessus. Comme préalable, je voudrais aussi, alors je ne vais pas avoir le temps de revenir sur toute la construction constitutionnelle et législative de la vie privée, de la protection de la vie privée au Canada et au Québec, mais en tout cas, à savoir qu'on a d'abord au Canada, c'est pas dans la Constitution, c'est pas dans les lois constitutionnelles qu'on a expressément dit chaque personne a le droit à sa vie privée. On ne l'a pas écrit, tout comme d'ailleurs aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait un peu la même histoire. Et pour comparer, par exemple, en Union européenne, dans la charte qui serait, on pourrait comparer à la charte des droits et libertés de la personne, soit au Canada ou au Québec, bah, on l'a écrit. Donc, du coup, la création de cette protection-là s'est faite de façon complètement différente, puisqu'au Canada, après, c'est les tribunaux, et notamment la Cour suprême, qui ont dû finalement faire découler de certains droits, par exemple le droit à la protection de la liberté individuelle, de dire, bah, en fait, quand on protège la liberté individuelle, on protège aussi quand même la vie privée des individus, et puis qui ont dû définir dans quelle mesure on la protège, etc. Et ça a eu des incidences sur la façon dont on a construit ces lois-là. Ensuite, donc, pas que la protection constitutionnelle, la protection législative. Et c'est plutôt vers ça que va se tourner ma présentation aujourd'hui. Et même encore plus précisément, on va regarder, alors là je vous ai mis les lois si ça vous intéresse, en tout cas les lois qui protègent les renseignements personnels. Euh, Au fédéral, on en a deux principales, une qui s'applique aux organismes publics fédéraux, et puis une qui s'applique à l'égard des organismes, enfin des entreprises privées. Et au Québec, donc au fédéral, on a décidé que les lois québécoises étaient essentiellement similaires, c'est-à-dire qu'en gros, elles avaient le même niveau de protection et que donc du coup, elles pouvaient s'appliquer en lieu et place des lois fédérales. Donc au Québec, ce ne sera pas la majorité du temps, il y a quelques exceptions, mais ce ne seront pas les lois fédérales qui s'appliqueront, mais ce seront les lois québécoises. Et notamment, il y en a deux, ça fonctionne sur le même système. La loi sur l'accès qui s'applique aux organismes publics, la loi sur le privé qui s'applique aux entreprises privées. Je vulgarise un peu, enfin je généralise en tout cas, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a aussi des lois qui sont spécifiques au secteur de la santé, notamment la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui, je vous parlais tout à l'heure, qui pose l'obligation de confidentialité. La nouvelle loi 5, dont vous avez certainement peut-être entendu parler sur les renseignements de santé et de services sociaux, qui n'est pas encore entrée en vigueur. Donc c'est pour ça que je ne vais pas parler de ces lois-là qui sont spécifiques au secteur de la santé, parce qu'elles sont encore plus spécifiques finalement à des acteurs un peu traditionnels du secteur de la santé. Et ce que je veux justement vous montrer, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on dit c'est spécifique au secteur de la santé que parfois, bah, quand c'est une entreprise, notamment, qui collecte, qui utilise, qui traite des renseignements personnels, mais qui peuvent aussi être liés à la santé d'une personne, bah, ces lois-là ne trouveront pas application parce qu'elles ont ce champ d'application limité à des organismes spécifiques du secteur de la santé. Voilà un petit peu comme préalable au petit cas qu'on va pouvoir voir ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on aura le temps de voir, mais je pense qu'on fera une bonne partie. Je vous propose d'imaginer l'un ou l'une d'entre vous. Bon, moi j'ai pris une personne, une personne qui s'appelle Marianne et qui a remarqué qu'elle avait quelques taches sur son visage et sur son cou depuis quelques jours, des taches brunes, et elle s'inquiète un petit peu parce qu'elle se demande bien ce que cela pourrait être. Elle en parle à son amie qui lui dit mais télécharge donc cette application mobile. Alors là j'ai repris les images de Medijack il me semble. Euh, Mon cas est un petit peu romancé, donc on n'a pas tous les services et les produits proposés par cette application-là. Et donc cette application, elle est capable de faire deux choses. En tout cas, elle propose deux services distincts, et on garde bien à l'idée que ce sont deux services distincts pour la suite. La première chose, c'est que Marianne peut prendre une photo de la partie de son corps, par exemple de son cou, là où il y a cette fameuse tache qui l'inquiète.
Et puis ensuite, elle va répondre à un petit questionnaire, à quelques questions. Et dans ces questions, il y a notamment quand même pas mal d'informations qu'elle va donner, c'est-à-dire elle va répondre, enfin en tout cas on lui demande de répondre à plusieurs questions sur les caractéristiques de sa peau, sa couleur de peau, si elle est plutôt sèche, si elle a quelle tendance elle a, depuis quand elle a cette éruption cutanée. Donc pas mal d'informations à ce propos-là. Et il y a aussi un menu déroulant après qui lui permet aussi de préciser d'autres informations, par exemple sur des maladies qu'elle aurait pu contracter et qui pourraient avoir une incidence. Et puis après, elle aura un résultat en quelques secondes, minutes, qui lui diront bah, probablement c'est un angiome, probablement c'est un grain de beauté. Voilà, qui lui, en tout cas, émettront un, un résultat qui pourrait du coup la rassurer. Ça, c'est le premier service que propose cette application. Puis le deuxième, c'est que à la suite de ça, Marianne va recevoir des courriels réguliers, fréquemment, qui vont lui proposer des services de l'entreprise. Bon, là, moi, j'ai appelé l'entreprise Dippo, évidemment, c'est une entreprise fictive. L'entreprise Dippo pour lui proposer des produits personnalisés qui pourraient être bien appropriés à l'entretien général de sa peau, donc par exemple des crèmes ou d'autres produits du coup par l'entreprise Dippo. On va rester sur ce cas. J'ai la suite d'un cas avec des communications pour la recherche, mais je ne suis pas sûre qu'on a le temps de le faire. Pour l'instant, on va rester là-dessus et on verra après si on a le temps. Et donc, il y a plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais vous emmener dans ce cas-là, et principalement les deux premières, puisque la dernière, elle concerne le cas que je ne vous ai pas présenté. D'abord, est-ce que finalement l'entreprise peut utiliser les renseignements personnels de Marianne sans lui demander son consentement? Puisqu'apparemment, dans le cas, on n'est pas trop sûr que Marianne ait consenti. Et est-ce que, toujours dans l'idée d'essayer de répondre à cette grande question, finalement, le droit protège-t-il peu ou pas les renseignements personnels et derrière ça la vie privée des personnes? Est-ce que le droit prévoit peut-être des protections supplémentaires pour Marianne du fait d'avoir utilisé des technologies particulières, notamment un système automatisé, peut-être un profilage, et également est-ce que du fait que, par exemple, il y aurait une collecte de renseignements qui ne serait pas nécessaire? Je ne vous amène pas sur toutes les obligations et tout ce que la loi prévoit, là c'est juste 3, 4 points importants qui nous permettent déjà de voir dans quelle mesure ça s'applique pas, et le droit tente de protéger, y arrive, n'y arrive pas. Donc on va voir la première question. Alors, ce que dit la loi, c'est que pour utiliser un renseignement personnel, la définition d'utiliser, elle est très large, hein. Donc en gros, faire traiter l'enseignement, faire un peu n'importe quoi avec, peu importe ce qu'on fait dessus, on l'utilise. Tant qu'on ne le partage pas, parce que ça s'appellera une communication. Donc c'est autre chose dans la loi, ça a une autre définition. Puis si on le collecte, ça a une définition, c'est la collecte. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation d'un renseignement. Donc quand on utilise un renseignement, eh bien, on est obligé, c'est le principe, l'entreprise doit recueillir un consentement libre, éclairé, spécifique et manifeste. Mais la loi prévoit des exceptions. Je ne vous les ai pas toutes mises, mais j'en ai mis deux pour lesquelles on pourrait quand même se poser la question, est-ce que dans ce cas précis, on pourrait se dire que l'utilisation est manifestement au bénéfice de la personne, en l'occurrence de Marianne? Ça, c'est une première exception. Donc, pas de consentement si l'utilisation est manifestement au bénéfice. Alors, on va d'abord se poser la question là-dessus. Le premier service, on pourrait quand même peut-être se dire, oh bah, en fait, c'est pour que Marianne soit rassurée, c'est pour qu'elle ait une information supplémentaire, médicale, ou en tout cas à propos de sa santé au sens large. On pourrait considérer que ça pourrait être au bénéfice de Marianne. Eh bien, typiquement, la loi là, dans ce genre de cas-là, et puis c'est aussi l'interprétation qu'en ont fait les tribunaux, c'est de dire que non, un cas comme ça, on ne considérera pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, que c'est manifestement au bénéfice. Parce que il faut que l'adjectif manifeste, le manifestement, là, il faut vraiment que ce soit évident et certain.
Et là, il serait quand même compliqué de dire qu'on peut affirmer de manière certaine que ça va bénéficier à Marianne. En fait, peut-être que la proposition de diagnostic serait erronée, que ça va faire qu'elle ne consulte pas de médecin après et qu'en fait elle aurait dû, etc. Bon, peu importe, mais en tout cas, on ne peut pas affirmer de façon complètement certaine que ce sera au bénéfice de Marianne. Pour vous donner des exemples qui ont été retenus dans la jurisprudence, donc par les tribunaux, où on a considéré que oui, c'était manifestement au bénéfice, c'est par exemple un organisme qui réutilise des renseignements qu'il a déjà sur une personne, ou qui utilise des renseignements qu'il a collectés pour, par exemple, des renseignements bancaires, pour envoyer un chèque, pour rembourser, je sais pas, pour X ou Y raison, une personne. Là, on va considérer que oui, c'est manifestement au bénéfice de la personne. Et que donc, il n'y aura pas besoin de demander un consentement. Est-ce que je peux utiliser tes renseignements personnels bancaires pour t'envoyer un chèque? Non, c'est bon parce que c'est manifestement au bénéfice de cette personne. Donc, bon, typiquement dans ce cas-là, compliqué d'imaginer que ça marche, que cette exception fonctionnerait. Et pour le deuxième service non plus, je rentre pas dans les détails, mais on serait encore moins dans une utilisation manifestement au bénéfice. Et puis on a une deuxième exception au consentement. On n'est pas obligé de retenir un consentement si il y a une réutilisation de renseignements et que cette réutilisation, elle est faite pour une fin compatible avec la première fin. Qu'est-ce que c'est qu'une fin compatible? La loi nous dit qu'il doit y avoir un lien pertinent et direct avec la première fin, le premier objectif. Donc nous, là, ça pourrait être, à quelqu'un, on pourrait l'appliquer, ça pourrait être, finalement, quand l'entreprise, elle réutilise les mêmes renseignements que Marianne a envoyés pour première fin, analyser et identifier la lésion qu'elle a sur la peau, finalité 1, et finalité 2, donc une deuxième utilisation de ces mêmes renseignements pour personnaliser la publicité qu'elle va recevoir et notamment les produits, crème hydratante, etc. dont je vous parlais, de Dippo. On pourrait se dire peut-être que la deuxième utilisation, on pourrait considérer que c'est une fin compatible. Encore une fois ici, ça ne fonctionne pas. La loi, en tout cas telle qu'elle l'est aujourd'hui et telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, dit que non. En fait, il y a une finalité qui est beaucoup trop... Alors, je l'ai mis là aussi, là, mais qui ne serait pas compatible, je reviendrai sur le schéma après, qui ne peut pas être considéré compatible, puisque on considère que Marianne, en tout cas qu'une personne raisonnable, on prend le standard d'une personne raisonnable, ne pourrait pas prévoir et estimer que cette utilisation est cohérente avec le premier objectif pour lequel elle a donné ses renseignements personnels. Il y a un trop gros gap, c'est trop peu lié entre eux. Donc, pour vous donner un autre exemple, par exemple, on considérerait que là, on aurait une finalité compatible dans des cas vraiment assez stricts. Typiquement, ça va être pour fournir le même service, mais dans une situation différente, ou alors pour réévaluer quelque chose. Ça pourrait être, par exemple, une banque. Vous avez un prêt avec une banque. Donc, pour avoir ce prêt-là, en fait, vous avez dû fournir plein de renseignements à votre propos. Puis, 6 mois plus tard, la banque, elle vous renvoie un courriel ou peu importe en vous disant vous pourriez être exigible au même prêt mais avec des meilleures conditions pour vous. Bon là, on considère que en fait c'est la même chose, c'est le même service. Elle réutilise les mêmes renseignements, mais elle n'est pas obligée de me redemander mon consentement. Est-ce que c'est OK si je réutilise vos renseignements pour vous proposer un meilleur prêt? Non. On considère que c'est une fin compatible. Donc typiquement, dans cet exemple-là, on considérera, mais là, on considérera que c'est beaucoup trop éloigné. Donc ça ne marche pas non plus. Donc ces deux exceptions ne fonctionnent pas. Donc en effet, alors il y en a d'autres. Je vous ai dit là, je ne vous ai pas toutes listées. C'est celles qui pourraient le plus, qui auraient été le plus probable. Donc il va falloir recueillir un consentement libre, éclairé, spécifique et manifeste. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails du consentement, mais juste à savoir que quand on dit ça, ça veut notamment dire, puis là je pense que vous le savez tous, et vous en avez évidemment tous fait l'expérience, quand vous téléchargez cette application, donc la loi dit il faut que le consentement soit notamment éclairé. Ça veut dire qu'on a eu l'information suffisante pour comprendre
quels renseignements vont être utilisés et qu'est-ce qui va être fait avec et quelles en sont les conséquences. La majorité du temps, ce genre d'information, on va l'avoir dans une politique de confidentialité ou un document. Alors, si on est là sur l'application, ça va probablement être un lien, on va nous renvoyer à une politique, une longue politique que personne ne va jamais lire ou que la majorité des gens ne liront très probablement pas. Donc, on sait que aujourd'hui, pourtant, la loi considère et le droit considère, même dans l'interprétation aujourd'hui jurisprudentielle, que un consentement qui serait donné dans ce cadre-là, si par exemple Marianne avait eu à cocher une petite case au moment où elle télécharge l'application ou juste après, consentez-vous à ce que tous vos renseignements soient utilisés pour les finalités, etc. Et qu'on lui détaille toute l'information après, et même si elle ne la lit pas, on considère que c'est quand même OK, c'est quand même valide juridiquement. C'est pas illégal, en tout cas, ce que fait l'entreprise. Donc, c'est très discutable, surtout vu la profusion de consentement électronique qui existe aujourd'hui. C'est la première chose. Bon, sur le côté libre, on pourrait aussi beaucoup discuter. Sur le côté spécifique, aussi spécifique, c'est spécifique à chaque objectif que je vous ai dit là, donc chaque fin, finalité. Et puis le manifeste aussi, c'est quand même assez intéressant. Juste en parler brièvement. Manifeste, ça veut dire que ça doit être clair et évident. C'est-à-dire que l'intention de Marianne, quand elle euh, donne ces renseignements-là, elle doit être claire et évidente. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est obligée de cocher une case. On peut considérer, et typiquement dans ce cas-là, alors sauf si c'est des renseignements sensibles. Donc là, probablement, il y a beaucoup de renseignements qui seraient considérés sensibles parce que de nature médicale. Mais imaginons que pour certains, on ne les considère pas sensibles. Quand Marianne euh, prend son appareil photo, se prend en photo la tache, par exemple, sur son cou, qu'elle estime inquiétante, et elle sait très bien que c'est pour recevoir, que probablement il va y avoir une analyse automatique et qu'ensuite elle va recevoir un résultat, en tout cas une probabilité diagnostique. Bah, on peut totalement considérer, typiquement juste précisément pour ces renseignements dans ce cas-là, que là, ce sera manifeste sans même que Marianne doive cocher une case. Donc, il est très possible que Marianne ait eu l'impression de ne jamais consentir, alors que la loi estime qu'elle a consenti. Parce que la loi dit, c'est ça un consentement manifeste. Voilà pour le consentement. Si vous voulez, on pourra discuter de libre enfin, des autres caractéristiques du consentement, mais je voudrais quand même avoir le temps d'aller sur la suite. Donc, en gros, je vous le disais donc, aucune de ces exceptions fonctionne pour aucune des deux finalités principales. Il nous faut le consentement et il y a quand même quelques problématiques finalement. Est-ce qu'on protège si bien la personne? Et là, je fais le lien avec ce que je vous disais au départ. Je vous parlais beaucoup de contrôle. La loi, quand elle fait tout ça, en tout cas le législateur, quand il a adopté cette loi-là, puis il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur, on est vraiment dans cette même idée, c'est d'essayer de redonner le plus possible. En fait, vous voyez là, les deux exceptions que je vous ai mentionnées, je vous ai dit, elles ont une interprétation très stricte. Il n'y a pas beaucoup de cas qui peuvent rentrer dedans. Pourquoi? Bah parce que on veut en fait favoriser le recours au consentement en faisant ça, en se disant les exceptions, elles doivent être strictes. Ça doit être des cas particuliers, très particuliers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques, etc. Ok, donc on favorise le recours au consentement. Pourquoi consentement? Parce que contrôle, on estime qu'en consentant, une personne, on lui redonne du contrôle sur ses informations et sur ce qu'elle peut, veut ou pas faire avec ses renseignements personnels. Le problème étant, bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, par exemple, sur tout ce qui a trait au consentement. Est-ce que finalement, Marianne, elle se rend compte de ce qu'elle fait avec ses renseignements? Et on va voir avec la suite que ça peut être encore plus exacerbé, ces problématiques-là. Et donc, finalement, est-ce qu'elle est si protégée que ça ou pas? Et que sa vie privée est-elle si protégée? Donc, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, moyens de protéger la vie privée et en particulier les renseignements personnels de Marianne? Alors, il y a trois choses sur lesquelles je veux aller. Euh, le critère de la nécessité, le profilage et les décisions exclusivement automatisées. D'abord, la nécessité. La loi dit, et d'ailleurs ça c'est peu importe si on consent ou pas, elle dit l'entreprise ne doit recueillir que les renseignements nécessaires aux fins déterminées avant la collecte.
Donc nos deux fins, on les a là, analyser, identifier, et puis en fait ça correspond à chacun des deux services que je vous ai présentés. Euh, et cette condition-là, alors pareil, comme je vous disais, la loi ne définit pas vraiment ce que c'est nécessaire. Donc, quand c'est comme ça, bah, généralement, c'est soit un règlement, soit les tribunaux qui vont décider, qui vont apprécier, interpréter cette définition-là. Sans vous donner trop de détails, on a estimé que quelque chose qui est juste utile ou avantageux n'est pas nécessaire, mais qu'en même temps, il ne faut pas non plus que ce soit une nécessité absolue pour que ça puisse être nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, dans notre cas, le cas de notre application, bah, si le système fonctionne uniquement sur de la reconnaissance d'image, par exemple, bah, est-ce que le système a vraiment besoin de tous les autres renseignements? Je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne suis pas sûre. Oui, oui, on la voit. Ah, super. De tous les autres renseignements qui ont été demandés à Marianne, les autres maladies qu'elle aurait pu contracter. Elle a eu un gros questionnaire avec plein de questions à répondre. Pas tous ces renseignements-là. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires pour analyser et identifier la lésion corporelle qu'elle veut faire analyser et identifier? Et donc là, ça va être à l'entreprise de pouvoir justifier. Donc, c'est pour ça, et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça me fait penser à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est... Là, en tout cas, on estime que c'est de la responsabilité de l'entreprise. S'il y a un contrôle, il faudra qu'elle soit capable de démontrer que oui, chaque renseignement qu'elle a demandé à la personne et qu'elle a collecté sont nécessaires pour rendre cette décision. Enfin, cette décision, où là, en l'occurrence, on n'est plus sur une recommandation, sur un, un résultat. On est plus ou moins sur une décision. Bon, en tout cas pour rendre ce résultat-là. Donc voilà, typiquement si, alors là je vous ai mis un exemple un peu fort, mais ça pourrait très bien être ça, vu qu'elle prend une photo, ça arrive de voir ça, d'avoir des fois une application où l'application nous demande l'accès à toute la galerie photo de notre téléphone. Ben en fait, si c'est pas nécessaire pour la finalité spécifique, normalement, l'entreprise n'a pas le droit de nous demander ça. Si c'est pareil, si elle nous demande d'accéder à notre géolocalisation et que ce n'est pas nécessaire, ou alors que ça peut être, euh, on pourrait avoir, je ne sais pas, un moyen qui serait moins intrusif dans notre vie privée, donc non pas la géolocalisation, mais je ne sais pas, activer de Bluetooth, enfin selon la finalité, évidemment là je prends un autre exemple, mais il faut que ce soit toujours, si je peux faire la même chose sans avoir accès à quelque chose de très intrusif, comme la géolocalisation par exemple, bah, ça veut dire que ce sera considéré pas nécessaire. Et ça veut dire que donc du coup, j'ai pas le droit de collecter ces fameux renseignements-là. J'ai une Donc là, question, si je peux t'interrompre. Tu oui, préfères qu'on pose à la fin. bah là, c'est bon, là. Oui. De plus en plus, tu sais, on voit la reconnaissance d'image, la segmentation des différents objets présents, tout ça. On parle d'informations nécessaires. Là, mettons, dans une image, tu sais, t'as une personne âgée là, qui ne sait pas trop, puis elle prend une photo de sa main, mais en faisant ça, ben, je sais pas, elle l'a mis proche de sa face, puis elle a mis sa face avec, mettons, là, tu sais. Sa face n'est pas nécessaire pour évaluer les tâches sur sa main. Mais tu sais, elle savait pas trop, puis elle a comme inclus dans sa photo des informations qui sont pas nécessaires au diagnostic, mais est-ce que comme il y a moyen de faire en sorte que, tu sais, est-ce que l'entreprise peut finalement utiliser les informations supplémentaires fournies par la photo, mais qui sont pas nécessaires, mais la photo a été fournie, tu sais, c'est comme un peu... Bah, alors, un cas comme ça, typiquement, il faudra que l'entreprise puisse dire, alors soit il faut que l'entreprise ait un moyen pour peut-être avoir au préalable, au moment de prise de la photo, de pouvoir identifier qu'en fait, il y a autre chose sur l'image qui apparemment n'est pas ce que la personne veut faire analyser. Et à ce moment-là, dire à la personne, votre photo n'est pas conforme, recommencez votre photo. Où on voit votre visage, par exemple. C'est déjà en place, ce genre de mécanisme-là, dans ce genre d'application-là? Est-ce Est-ce que c'est déjà en place? Est-ce que c'est déjà des mesures qui sont... Alors, ça existe, mais clairement, pour ce genre d'appli, enfin, après, je connais pas toutes les entreprises et toutes les applications. J'imagine que oui, mais je pense pas que ce soit fait par beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière,
j'ai envie de vous dire, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, euh, j'ai presque envie de vous dire, peu importe. Enfin, peu importe, non, mais euh, dans tous les cas, ce serait un renseignement personnel. Et en Ouais. fait, l'entreprise peut très bien dire, dans tous les cas, même si c'est juste une photo, ce sera sur mon compte personnel que je me suis créé sur cette application, etc. Donc, on définira ça comme un renseignement personnel. J'ai pas parlé de la définition de renseignement personnel parce que j'ai pas eu le temps, mais voilà. Donc, dans tous les cas, ça rentre. Et en fait, quand l'entreprise pourra totalement essayer de justifier et de dire, bah, en fait, la photo générale m'est nécessaire pour rendre ce service, puisque je ne sais pas si peut-être il y avait aussi sur le visage ou à côté du visage potentiellement une autre tâche ou autre chose, en fait. À Ok. partir du moment où l'entreprise n'a pas utilise ça, cette image pour cette finalité-là et n'en fait pas autre chose, elle pourra, dans ce genre de cas, assez facilement, je pense, justifier que la photo totale était nécessaire. OK. OK, merci. Ok. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, ouais, donc bon, voilà. Donc, dans chacun de ces cas, il faut quand même que ce soit nécessaire. Et autre chose quand même importante, c'est que ce critère-là, il s'additionne au critère du consentement. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis, moi, je suis ok, ou que Marianne dit, moi, c'est bon, je suis ok, en fait, que qu'elle prenne ma géolocalisation ou qu'elle ait accès à la galerie, que c'est ok, en fait. L'entreprise, le consentement ne peut pas revenir sur ce critère-là et sur cette obligation-là. C'est une obligation séparée. Et l'idée derrière, un peu toujours dans cette même optique du législateur, c'est de dire, bah, en fait, euh, on veut protéger le plus possible une personne. Une personne, il faut qu'elle puisse avoir un contrôle sur ses renseignements en ayant un minimum d'informations pour savoir ce qui est fait avec. Elle n'est pas forcément, elle, capable de discerner quelle est la nécessité ou pas de l'entreprise pour avoir ces renseignements-là et c'est pas son rôle. C'est pas le rôle de moi savoir si l'entreprise enfin, comment l'entreprise fonctionne, etc., comment le système plutôt automatisé fonctionne. Donc, on ne peut pas exiger autant de la personne, donc on va la protéger immédiatement en disant il faut ce critère de nécessité, peu importe si elle dit oui ou non. Donc, c'est quand même un mécanisme, en tout cas une obligation qui a pour objectif de protéger et qui, quand même, dans une grande majorité des cas, est bienvenue et arrive quand même à protéger les personnes. Cette obligation stricte-là. Et puis, il y a deux autres choses que je voulais voir, c'est le profilage. Euh, et ça, ce sont des nouvelles obligations prévues par la nouvelle loi 25, où la loi dit, premièrement, que si l'entreprise utilise une technologie qui soit permet d'identifier, de localiser ou de profiler, eh bien, il y aura deux obligations supplémentaires pour l'entreprise. J'en parle juste après. Qu'est-ce que le profilage? Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que l'identification, qu'est-ce que la localisation? Oui, si vous voulez. Juste là, pour ce cas précis, ce qui nous intéresserait pas mal, c'est quand même le profilage. Est-ce qu'on serait pas ici dans un cas de profilage? Bah, typiquement, en tout cas, pour le deuxième service, pour le premier service, ça peut se discuter, ça dépend de comment fonctionne euh, le système. Mais pour le deuxième service, il est assez clair que pour pouvoir proposer des produits adaptés et personnalisés, à Marianne, on peut supposer qu'on va évaluer les caractéristiques qu'elle a pu donner, donc les caractéristiques de Marianne, ses informations médicales, etc. Probablement peut-être même en fonction aussi de ce que les autres utilisateurs de l'application délivrent aussi. Donc là, si vous suivez la définition, on va collecter et utiliser des renseignements personnels, donc tout ce qu'a fourni Marianne, pour évaluer les caractéristiques de cette personne, donc de Marianne, pour analyser sa situation, alors médicale pas forcément, mais au moins pour cette finalité-là, ses intérêts et son comportement et la façon dont elle va plus ou moins potentiellement se comporter. Et notamment, acheter ou pas, est-ce qu'elle a une grande probabilité à acheter les produits qu'on va lui proposer, ou en tout cas, premièrement, à en avoir besoin. Et si en plus on lui dit qu'ils sont extrêmement, ils sont personnalisés, etc.,
on est clairement dans une situation où on fait un profilage, en tout cas tel que le définit la loi. Et à ce moment-là, ben, Dipo, donc l'entreprise va avoir deux obligations. Elle va devoir l'informer sur le fait que on va te profiler, premièrement, pour ce service-là, donc dans quel cadre. Et puis deuxièmement, sur les moyens offerts pour activer les fonctions. Parce que, normalement, cette entreprise n'aura pas le droit, par défaut, d'activer cette fonction profilage. C'est-à-dire que, par défaut, elle devra être à son plus haut niveau de confidentialité, et la loi considère que le plus haut de confidentialité, c'est que des fonctions qui peuvent identifier, localiser ou profiler soient, entre guillemets, à off, en tout cas ne soient pas activées au moment du téléchargement de l'application, et qu'on demande de façon supplémentaire à la personne, voulez-vous activer ces fonctions de profilage pour avoir tel service. C'est pas vraiment un consentement, mais en tout cas c'est un moyen supplémentaire qu'on a envie, qu'on donne à la personne pour qu'elle ait, encore une fois, un contrôle supplémentaire sur ses renseignements et ce qu'on va faire avec ces renseignements. La question est toujours de savoir est-ce qu'elle se rend compte, la personne, de tout ce qu'il y a derrière et de ce que ça suppose un profilage, etc. Et de ses bénéfices et risques pour elle, et puis aussi à l'échelle sociale pour la collectivité tout entière. Donc ça, voilà, ce sont les nouvelles obligations de la loi qui vont pas très loin, mais comme je disais, qui ont cette volonté d'essayer de dire on va ajouter du contrôle et donc par là plus protéger. Et puis, je me dépêche parce que je vois que le temps file. La deuxième chose, c'est la décision exclusivement automatisée. Et la loi dit, bah, quand il y a une décision exclusivement automatisée, il faudra aussi informer de façon supplémentaire la personne. Donc, encore une fois, une obligation d'information. Et qu'est-ce qu'une décision exclusivement automatisée? Ben, il faut d'abord qu'on ait une vraie décision, prendre position à l'égard d'une situation précise qui aura un effet sur la personne. Et deuxièmement, il faut que la décision soit prise sans qu'il n'y ait aucune intervention humaine. Ou alors, s'il y a une intervention humaine, il ne faut pas qu'il puisse y avoir un contrôle. Il ne faut pas que cette intervention soit très importante. Si à partir du moment où elle peut avoir un impact et que l'humain est capable finalement de changer la décision et de comprendre comment la décision a été prise et de la changer, à ce moment-là, on considère que c'est pas exclusivement automatisé. Typiquement, dans notre cas, on pourrait se dire, oh, mais là, on est clairement sur une décision automatisée. D'après ce qu'on a cru comprendre, au moins pour le premier service déjà, bah, on a un traitement automatisé et qui est d'ailleurs, on peut voir même en tant que personne concernée, puisque on voit que ça peut être pris en quelques secondes, minutes. Oui, mais typiquement dans cette situation-là, on n'aura pas ce qu'on peut qualifier de décision, puisque il n'y a pas de prise de position qui va avoir un effet sur Marianne. En tout cas, c'est ce qu'on va considérer en droit. Cette disposition, elle est nouvelle, elle n'a pas encore du tout été interprétée par les tribunaux, etc. Elle a peu été eu l'occasion d'être mise en application, donc c'est encore douteux. Mais probablement que dans ce cas-là, on ne considérera pas qu'il y a une décision. Typiquement, une décision prise, ça va être si par exemple on dit de façon complètement automatique, on dit ah bah comme Marianne a certainement un angiome, ça y est, on a fait ce diagnostic, donc elle aura un accès limité à, je sais pas, à avoir un spécialiste dermatologue dans les 6 prochains mois. Je vous dis n'importe quoi, mais ça pourrait être, là on pourrait considérer que ça c'est une décision qui a un impact, un effet sur Marianne. Ou lui dire que bah, le prix de son assurance santé va augmenter en fonction de, parce que sa peau est fragile. Je vous dis n'importe quoi, mais éventuellement ça pourrait être une décision. Voilà donc. Et donc, si on est dans ce cas, eh bien, il faudra que l'entreprise informe sur ce qu'on va appeler les principaux facteurs et paramètres qui ont mené à la décision, les renseignements qui ont été utilisés pour prendre la décision et le droit de contester cette décision-là. Mais attention, ça c'est que sur demande. Donc il faut premièrement informer que la personne, on a pris une décision exclusivement automatisée. Et qu'ensuite Marianne se dise, oh, ok, maintenant je vais essayer d'aller en savoir plus et de demander. Je vais donc passer sur tout ce qui était recherche et arriver à ma conclusion et ma réponse qui est, ben oui, le droit protège-t-il? Ça dépend. Et surtout, le droit est en train de proposer des nouveaux mécanismes
pour protéger, dans l'objectif de protéger les personnes, notamment en leur donnant plus de contrôle sur leur enseignement. Mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de mécanismes, notamment le consentement, mais il n'y a pas que ça, qui ont peut-être l'effet inverse, ou en tout cas qui, appliqués dans un secteur, dans, on va dire, le large secteur du numérique et de la santé, parfois arrivent à des résultats contradictoires avec l'objectif initial qui était de protéger. Et puis n'oublions pas que cet objectif de protection, il est toujours en balance avec à côté, ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, tout ce qui est développer l'innovation et les avantages pour la population entière. Je m'arrête là parce que je vois que le temps file. Merci beaucoup. J'ai une question dans la salle. Moi, j'ai une question. Oui. Dans le titre, tu as mis protège-t-il trop, peut-être, le droit, trois petits points, je ne me souviens pas de ton titre exactement. Mais dans le fond, c'est que ça fait référence à ce que tu disais dans la conclusion, qu'au final, d'essayer de prioriser le consentement, ça fait en sorte qu'il y a énormément de requêtes de consentement. Finalement, là, acceptez-vous, 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 puis finalement, on les lit pas, donc on est comme pas au courant qu'on consent. C'est tout ça que tu voulais dire, ou j'ai comme mal compris un aspect? Oui, alors notamment, par exemple, typiquement là, et en fait, quand on fait ça, en plus de l'autre côté, on ajoute des obligations supplémentaires à charge des entreprises, à charge, par exemple, des chercheurs qui vont vouloir accéder à des renseignements et qui parfois, alors pas toujours parce qu'il y a des exceptions, mais devront aller rechercher un consentement euh, et devront passer par des procédures, etc., qui vont être très lourdes et qui, du coup, dans cette idée de finalement, est-ce qu'on protège pas trop? En tout cas, théoriquement, on impose beaucoup d'obligations si en plus elles n'ont peut-être même pas, elles n'arrivent même pas à leur objectif initial de protection des renseignements et de la vie privée. En plus, on a voulu beaucoup, beaucoup, beaucoup protéger et en même temps, de l'autre côté, on impose beaucoup de charges aux organismes. OK, Moi, j'ai une question. Oui. Comment est-ce que font les startups qui ont besoin de données des hôpitaux, par exemple, d'imagerie pour prédire le cancer du sein, par exemple? Comment ils font pour avoir l'acceptation des patients? Si les données sont déjà prises, ils contactent chaque personne pour dire, hey, je peux utiliser ton image pour ils Alors, payent, pour faire. Comment est-ce qu'ils font? j'ai pas entendu. Est-ce que vous parlez d'un chercheur qui aurait besoin Non, de non, ces non, non, données-là? non. Je veux dire, par exemple, les entreprises qui ont besoin les compagnies. oui, Dans des le fond, c'est compagnies. ça. Est-ce que c'est une fin compatible si une compagnie veut accéder à des renseignements qu'un hôpital a déjà recueillis? C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alors là, dans ce cas-là, on est dans un cas qu'on n'a pas vu là. Donc, ça veut dire qu'on est sur une communication de renseignements. La compagnie va demander à l'hôpital des renseignements qu'il a probablement donc, déjà recueillis. Donc, on est sur autre chose. Mais en effet, la loi prévoit aussi que par principe, il faut demander le consentement des personnes, sauf si, et il y a toute une liste d'exceptions. Et parmi ces exceptions-là, il y a si c'est un projet d'études, de recherche ou de statistiques. Donc si cette fameuse compagnie, elle est vraiment en train de poursuivre un projet qui peut rentrer dans la définition d'un projet de recherche, c'est pas forcément un projet scientifique là, mais il faut pouvoir préciser quels sont les objectifs de la recherche, etc. Donc si ça peut rentrer dans un projet de recherche ou un projet d'études ou de production de statistiques, à ce moment-là, il n'y aura même pas besoin d'aller rechercher le consentement. Il y aura d'autres obligations. Donc, il faudra produire notamment une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Bref, la loi dit qu'il y a quand même d'autres choses à faire, mais il n'y aura pas forcément besoin d'aller rechercher le consentement. Si la compagnie veut ces renseignements-là, mais c'est pas du tout dans le cadre d'un projet de recherche et que ça peut pas rentrer dans cette exception-là, il faut regarder si ça rentre dans une autre exception, selon ce qu'elle a envie de faire avec. Et si ça ne rentre pas, il faudra en effet aller demander le consentement des personnes. Et si c'est infaisable, tant pis. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas communiquer ses renseignements. Mais généralement, souvent, quand ça va être ça, ça va pouvoir entrer dans un cas d'exception, justement.
T'as d'autres questions? Moi, j'ai 2 autres questions. Oui. Ça va. Première question, quand, tu sais, justement, encore une fois, on parlait de, tu sais, des grosses politiques de confidentialité que, comme, on va se le dire, personne lit au complet, ben, juste personne lit de base. Est-ce que ce serait légal? Tu sais, est-ce que ce serait comme valide, reconnu? Parce que, au final, ces politiques-là, de ce que j'en comprends, c'est que pour que le consentement qu'on applique soit valide, ben, il faut vraiment que ce soit il y a une terminologie comme légale pour vraiment couvrir les bons aspects de la bonne façon, faire référence aux bonnes lois, tout ça. Il faut qu'on donne notre consentement et que ce soit appliqué à ça. Mais une personne normale et de la communauté, là, est capable de vraiment tout bien interpréter ça, tout le comprendre, puis pas s'endormir à moitié. Fait qu'est-ce que ce serait légal de comme les vulgariser? Tu sais, de dire, ben, il y a telle affaire qui va être touchée de telle façon, mais tu sais, que ce soit vraiment beaucoup plus court, beaucoup plus concis, dans un langage beaucoup plus compréhensible, c'est ça, digestible. Puis que là, à la limite, si les personnes sont comme, hey, ça va être utilisé, mais comme, comment ça? Ben là, tu sais, ils peuvent aller chercher eux-mêmes comme un peu plus de détails, mais qu'au moins, il y a quelque chose d'un petit peu plus, c'est ça, digestible, finalement, là, comme de prime abord pour que le consentement soit un peu plus éclairé maintenant. Est-ce que ce serait valide? Oui, à partir du moment où cette information et cette politique de confidentialité, elle liste tous les éléments que prévoit la loi, qu'oblige la loi. En fait, c'est ça un petit peu la. Il y a déjà des entreprises qui le font d'ailleurs. Hein, si vous allez regarder, bah, je sais que c'est pas ce que beaucoup de gens ne le font pas, mais personnellement, ça m'arrive d'aller regarder des politiques de confidentialité pour les raisons liées à ma recherche évidemment. Et il y a déjà beaucoup, enfin il y a des entreprises qui font ça. Il y en a même qui ont publié des petites vidéos, etc., explicatives pour essayer, voilà, de vulgariser tout ça. Donc oui, par exemple, ça, typiquement celle que j'ai vue en exemple, c'est considéré légal. C'est juste que le problème et l'équilibre à trouver, il est compliqué parce qu'il y a 2 obligations différentes. On a parlé du consentement éclairé. Ouais. Éclairé, ça veut pas forcément dire avoir toutes les obligations listées par la loi. Il y a, attendez, je recommence. Obligation consentement, obligation d'information. Ce sont 2 obligations différentes. Parfois, on n'est pas obligé d'avoir le consentement, mais par contre, la loi oblige à informer. Et informer sur, et la loi liste tout ce sur quoi il faut informer. Et en fait, il faut que dans une politique de confidentialité, on puisse retrouver tous ces éléments-là. Donc, à partir du moment où on les retrouve, c'est OK. Mais c'est souvent ça qui va faire que une entreprise, généralement, elle ne va pas traiter un seul renseignement personnel ou un seul type de renseignement. Donc, il va y avoir une multitude de types de renseignements, une multitude de finalités, parce qu'elle va généralement pas utiliser des renseignements pour une seule chose. Donc, et en fait, c'est ça qui va créer la surcharge d'informations aussi, parce que l'entreprise n'est pas obligée de faire une politique de confidentialité pour chaque finalité. Elle peut poster une politique générale. Et c'est ce que la majorité vont faire. C'est moins lourd de faire ça. Donc du coup, c'est pour ça que dans cette politique, il y aura énormément de choses. Est-ce qu'on peut faire genre est-ce qu'on pourrait avoir un abstract de politique tout en haut? Parce qu'au final, ça fait partie de la politique, fait que le reste de la politique liste tous les éléments, mais on peut juste comme lire l'abstract et avoir une idée de c'est quoi. Tu sais, ce serait-tu faisable aussi? Ce serait légal. Après, c'est juste pour des questions. Enfin, à partir du moment, comme je vous dis, où vous respectez ce que la loi vous demande, oui. C'est juste que finalement, pratiquement, je vous le dis là, pour avoir travaillé dans une entreprise, puis pour avoir dû rédiger des politiques de confidentialité que personne ne lit, eh bien, en fait, on est dans cette situation où en fait, on se dit, mais en fait, de toute façon, oui, d'accord, faire un abstract, mais comme je vous dis, en fait, un abstract, il sera forcément long, c'est-à-dire que je peux pas, si moi je suis entreprise et que je suis l'entreprise que je vous disais, mais en fait, déjà là, le nombre de renseignements, le type de renseignements que je collecte, ça prend de la place, entre guillemets. Ouais. Donc, oui, si vous voulez, oui, on peut dire, on collecte des renseignements personnels à votre propos pour ça, mais du coup, c'est très large. Et généralement, quand moi, je suis personne concernée qui va regarder ça et qui tombe dessus, je vais pas me dire, ah ouais, ils sont en train de faire ça avec... Parce que, en fait, je vais pas me rendre compte de ce que c'est derrière. Ouais. Ça va être tellement large qu'en fait, je vais me dire, mais ouais, ça me concerne pas, moi, en fait. Ou probablement pas. OK. Ça limite la vulgarisation. Ouais, c'est ça. Ouais. La vulgarisation, elle reste correcte dans le sens où même si on est à un niveau général,
tant qu'on dit pas quelque chose de faux, c'est bon. Mais c'est juste que bah, là, on va peut-être pas aller toucher les gens, en fait. Et on va peut-être pas les faire comprendre justement ce que eux voudraient comprendre. OK. Ben, merci beaucoup. Ouais, le temps file effectivement, fait qu'on va passer, on va conclure tout de suite. Ouais, Merci encore merci. une fois.